5 enfants, une fortune, et un document signé en Californie qui a tout détruit. Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas seulement l'histoire d'un héritage contesté, c'est l'histoire de comment l'homme le plus aimé de France a choisi, dans ses dernières semaines de vie, d'effacer ses propres enfants de son legs, et personne, ni sa famille, ni ses avocats, ni les millions de fans qui remplissaient ses stades, ne l'a vu venir. Nous avons passé des semaines à analyser plus de 40 documents judiciaires, interviews et dossiers, pour reconstituer ce qui s'est vraiment passé derrière les caméras. Non, ce qui était en jeu n'était pas seulement de l'argent. C'était la reconnaissance d'une vie entière. C'était la question que David et Laura ont posée à voix haute devant les médias. Est-ce que notre père nous aimait vraiment ou est-ce qu'il nous tolérait simplement? Tout le monde connaît Johnny Hallyday comme le roi du rock français, l'idole indestructible, l'homme qui a vendu plus de 110 millions de disques. Mais ce que très peu de gens savent, c'est que ce même homme est mort en laissant 2 de ses enfants sans un seul objet personnel. Sans une guitare, sans une photographie, sans rien. Comment est-il possible que quelqu'un construise une légende aussi grande et détruise sa propre famille avec la même intensité? C'est exactement ce que nous allons découvrir. Son vrai nom était Jean-Philippe Léo Smet. Pas Johnny, pas une légende, juste un enfant de Paris que ses parents ont abandonné avant même qu'il puisse comprendre ce que ce mot signifiait. Son père biologique, Léon Smet, était d'origine belge et flamande. Il a disparu de sa vie quand Jean-Philippe était encore très jeune. Sa mère, Huguette Claire, l'a confié aux soins de sa tante maternelle, Hélène Marr, et du compagnon de celle-ci, Lee Hallyday, un danseur et chorégraphe américain. C'est ce nom, Hallyday, que Jean-Philippe allait adopter pour toujours. Pas celui de son père, pas celui de sa mère. Celui d'un homme qui n'était ni l'un ni l'autre, mais qui, au moins, était resté. Selon certaines sources proches de la famille, cette blessure d'abandon n'a jamais vraiment cicatrisé. Certains affirment que tout ce qu'il a construit ensuite, les scènes, les stades, les millions de fans, était sa façon de combler ce vide, de chercher dans les foules l'amour que sa famille biologique n'avait pas su lui donner. C'est une hypothèse, oui, mais elle s'inscrit parfaitement dans tout ce qui a suivi, dans la façon dont il a aimé, dans la façon dont il a échoué, dans la façon dont, à la fin de sa vie, il a pris des décisions qui n'ont de sens que si l'on comprend d'où venait cet homme. Il avait 15 ans quand il est monté sur scène pour la première fois, et quelque chose dans ce garçon mince, aux cheveux gominés et avec une guitare qu'il savait à peine jouer, a brisé quelque chose dans le public français. À une époque où le rock'n'roll arrivait d'Amérique comme une tempête culturelle que l'Europe regardait avec un mélange de fascination et de méfiance, Johnny Hallyday a été le premier à dire à la France « Ce bruit, c'est aussi le nôtre. Il n'était pas le plus technique, pas le plus sophistiqué, mais il avait quelque chose qui ne s'apprend pas et ne s'achète pas. Une présence, une énergie brute et physique qui traversait les écrans de télévision et arrivait directement au ventre de celui qui le regardait. Le public français, habitué à la chanson élégante et mélancolique, n'avait jamais rien vu de tel. Ce qui a suivi est difficile à mesurer. Plus de 110 millions de disques vendus en 6 décennies, plus de 3000 concerts tout au long de sa carrière. Des stades combles pendant 6 décennies sans interruption. En 1998 et en 2009, il a rempli le Stade de France avec plus de 100 000 personnes à chaque fois. Des chiffres que très peu d'artistes dans l'histoire de la musique populaire peuvent égaler. Il était, par n'importe quelle mesure, l'artiste francophone le plus important du XXe siècle. Le roi du rock français, intouchable. Mais il y avait un prix à payer. Et ce prix, ce sont avant tout les personnes qui l'ont aimé de près qui l'ont payé. Johnny Hallyday s'est marié 5 fois, 5 mariages, 4 femmes différentes, l'une d'elles 2 fois. Et de ces unions sont nés, ou sont arrivés, les 5 enfants qui donnent aujourd'hui leur nom à ce documentaire. La première était Sylvie Vartan, le grand couple pop de France. Ils se sont rencontrés alors qu'ils étaient presque adolescents, se sont mariés en 1965 et ont formé ensemble le couple le plus photographié,
le plus désiré et le plus surveillé de la culture française des années 60. Ils étaient l'équivalent français de ce que serait Brangelina des décennies plus tard, avec plus de chansons et moins d'avocats, du moins au début. En 1966 est né David Hallyday, David Michael Benjamin Smet, un enfant arrivé au monde dans l'œil du cyclone parfait et qui a grandi en voyant ses parents devenir des icônes tandis que sa famille se désintégrait lentement. Ils ont divorcé en 1980. David avait 14 ans. Ensuite est venue Nathalie Baye, actrice reconnue, femme d'une indépendance intellectuelle qui contrastait avec l'intensité chaotique de Johnny. Ils ne se sont jamais mariés. Mais en 1983 est née Laura Smet, Laura Clotilde Smet, qui a grandi avec le nom de famille de sa mère, pas celui de son père. Ce détail, apparemment administratif, en dit plus sur la nature de cette relation que n'importe quelle interview. Il y a eu aussi Adeline Blondiot, actrice et personnalité télévisuelle. Ils se sont mariés en 1990, séparés en 1992, ont essayé à nouveau et ont divorcé définitivement en 1995. On dit qu'il y a eu une grossesse pendant cette relation qui n'a pas abouti. Les détails exacts n'ont jamais été confirmés publiquement. Adeline en a parlé des années plus tard, avec une discrétion qui a laissé plus de questions ouvertes que de réponses fermées. Et puis est arrivée Laetitia Boudou. Elle avait 17 ans quand elle l'a rencontré lors d'une fête en 1992. Lui en avait 51, 34 ans d'écart. Ils se sont mariés en 1996. Et dès ce moment, Laetitia est devenue le centre de gravité de la vie de Johnny, déplaçant, selon toutes les indications, tous les autres. En 2004 est arrivée Jade, adoptée du Vietnam alors qu'elle n'avait que quelques mois. En 2008 est arrivée Joy, également adoptée du même pays. Deux petites filles qui ont complété la famille que Johnny et Laetitia avaient construite ensemble. Une nouvelle famille compacte, centrée sur la Californie et sur Saint-Barthélemy, l'île des Caraïbes, devenue le refuge préféré du chanteur. Avec chaque année qui passait, avec chaque tournée, avec chaque nouvel album, David et Laura se retrouvaient un peu plus en périphérie, pas expulsés, pas totalement ignorés, mais pas vraiment inclus non plus. 5 enfants, 4 mères différentes, une vie construite entre hôtels, loges et avions privés. Tout indique que Johnny aimait sa famille à sa façon, une façon que ses enfants plus âgés décriraient ensuite comme distante, intermittente et par moments douloureuse. Dans les dernières années de sa vie, Johnny a lutté contre un cancer du poumon qui fut en grande partie un secret de Polichinelle. Il se produisait, il enregistrait, il continuait à tourner. Selon des sources proches de son entourage médical, le diagnostic était bien plus grave que ce qu'il avait admis publiquement pendant des mois. Le 5 décembre 2017, Jean-Philippe Léo Smet est mort dans sa maison de Marne-la-Coquette, en banlieue parisienne. Il avait 74 ans. La France entière a pleuré. Des millions de personnes sont descendues dans les rues. Ce fut le funérail d'un roi. Mais pendant que le pays pleurait son idole, dans les cabinets d'avocats, une autre histoire avait déjà commencé, bien plus sombre. Parce que Johnny Hallyday n'a pas seulement laissé une légende, il a laissé un testament. Et ce testament, signé 3 ans plus tôt en Californie, était sur le point de faire quelque chose que même ses pires ennemis n'auraient pas osé faire de son vivant, diviser sa famille pour toujours. Qu'est-ce que ce document disait exactement? Et pourquoi 2 de ses enfants en ont-ils découvert le contenu seulement des semaines après les funérailles, comme s'ils étaient des étrangers? Il y a une vérité inconfortable que très peu de gens osent dire à voix haute quand une légende disparaît. Et c'est celle-ci. On peut être l'idole de millions de personnes et un père complètement absent en même temps. Ces 2 choses ne s'annulent pas. Elles coexistent. Et, dans le cas de Johnny Hallyday, elles ont coexisté pendant des décennies avec une normalité qui, vue de l'extérieur, était presque incompréhensible. Parce que Johnny Hallyday n'était pas un homme ordinaire qui échouait comme un père ordinaire. C'était un homme extraordinaire qui échouait à une échelle tout aussi extraordinaire. Et ses enfants ont vécu ça en première ligne. David Hallyday est né le 14 août 1966, au cœur exact de la tempête parfaite.
Ses parents étaient les deux artistes les plus célèbres de France. Sa naissance a fait la une des journaux nationaux. Son premier cri a été photographié. Et dès ce premier jour, David Smet a grandi dans un monde où son existence était, avant tout, une histoire pour les autres. Selon certaines sources, l'enfance de David a été un mélange de luxe et de solitude que peu de gens pourraient comprendre de l'extérieur. Il a vécu dans de belles maisons, il a voyagé, il a eu tout ce qu'un enfant pouvait matériellement désirer. Mais ses parents étaient toujours sur scène, en séance photo, en studio d'enregistrement. Le temps qu'il ne passait pas à travailler, il le consumait à être célèbre, ce qui est, en soi, un travail à plein temps, qui ne laisse pas beaucoup de place pour s'asseoir à table avec un fils de 8 ans et lui demander comment s'est passée sa journée à l'école. Quand Johnny et Sylvie Vartan ont annoncé leur séparation en 1980, David avait 14 ans, un âge auquel les enfants ne sont pas assez petits pour ne pas comprendre, mais pas assez grands pour traiter. Un âge où tout fait doublement mal. Sylvie a emmené David vivre à Los Angeles, loin de France, loin des paparazzis, loin des gros titres. Et loin aussi de son père. Certains affirment que ces années en Californie, pendant l'adolescence de David, ont marqué la nature de sa relation avec Johnny pour toujours. Il n'y a pas eu de rupture dramatique, pas de dispute publique. Simplement, la distance physique s'est progressivement transformée en distance émotionnelle. Et quand ils se retrouvaient, quand ils se croisaient lors d'un événement ou dans un studio, il y avait quelque chose entre eux qui ne se refermait jamais tout à fait. Un malaise doux, une affection réelle, mais maladroite. Comme deux personnes qui s'aiment, mais ne savent pas très bien comment se le montrer sans que ça leur coûte un effort visible. Et puis Johnny a publié son autobiographie, et ce qu'il a écrit sur son propre fils a laissé une grande partie de la France sans voix. Il a dit, je cite textuellement, « Le problème de David, c'est ce qu'il n'a pas souffert. Il a été heureux. On ne peut pas grandir dans le confort et avoir de la rage au ventre. Je ne crois pas aux fils à papa qui réussissent. Il faut en avoir bavé. David ne sait pas vraiment quoi faire de son talent. » Des mots d'un père sur son fils, publiés dans un livre, pour que tout le monde puisse les lire, pour que n'importe qui dans n'importe quelle librairie de France puisse les lire, hausser les épaules et tourner la page. On imagine ce que David a dû ressentir la première fois qu'il a lu ça. Ou peut-être qu'il ne l'a pas lu. Peut-être que quelqu'un le lui a dit. Peut-être qu'il l'a vu dans un titre. De toute façon, ces mots existaient, imprimés, permanents. Et l'hypothèse que Johnny les ait écrits sans penser au mal qu'ils causeraient est, pour le moins, difficile à la soutenir. David, pourtant, a répondu avec sa discrétion caractéristique. Il n'a jamais attaqué son père publiquement. Jamais répondu à ces mots par d'autres mots. Dans une interview récente, en 2025, il a dit quelque chose qui a surpris par son calme honnête, qu'il avait toujours pardonné à son père. Que le pardon ne signifiait pas que ça ne faisait pas mal, que ça signifiait qu'il avait choisi de ne pas porter ce poids le reste de sa vie. Laura Smet est venue au monde le 15 novembre 1983, fille de Johnny et de l'actrice Nathalie Baye. Mais contrairement à David, Laura n'a même pas porté le nom de famille de son père. Elle a grandi comme Laura Smet, le nom de sa mère, pas comme Laura Hallyday. Et ce détail, apparemment administratif, était en réalité une déclaration silencieuse sur le type de lien qui existait entre Johnny et Nathalie. Un lien intense, passionné, mais sans les structures formelles que la loi reconnaît. Nathalie Baye a élevé Laura avec une solidité et une présence qui ont été, selon toutes les indications, la colonne vertébrale de la vie de sa fille. Actrice consacrée, femme au caractère affirmé, Nathalie a choisi de ne pas faire de la paternité absente de Johnny un drame public. Elle a simplement continué. Et Laura a grandi entre deux mondes, celui de sa mère, stable et littéraire, et celui de son père, brillant et imprévisible. Publiquement, Johnny a parlé de Laura avec une affection genuine. Il lui a dédié une chanson, Laura, qui est devenue l'un de ses titres les plus connus. Il est apparu avec elle lors d'événements. Il l'a reconnue, il l'a aimée à sa façon. Mais selon certaines sources, cette façon restait intermittente.
conditionnée par les tournées, les relations, les excès d'une vie qui a toujours mis la scène avant le salon. Laura, pourtant, ne l'a jamais nié. Elle n'a jamais dit que son père ne l'aimait pas. Dans de nombreuses interviews, elle a parlé de lui avec une tendresse réelle et palpable. En avril 2018, des mois après sa mort, elle a publié sur les réseaux sociaux une photo avec lui accompagnée d'une seule phrase. « Papa, tu me manques tellement ». 4 mots qui disaient tout ce qu'aucun avocat, aucun testament et aucun tribunal ne pourrait jamais traiter correctement. Et puis est arrivée Laetitia, et tout a changé. Elle avait 17 ans quand elle a rencontré Johnny. Lui en avait 51. Cette différence de 34 ans a été commentée, analysée et jugée dès le premier instant. Mais ce qui importe ici n'est pas le jugement moral sur cette relation, c'est ce qu'elle a signifié pour les enfants que Johnny avait déjà. Parce que Laetitia n'est pas arrivée comme une figure discrète en marge. Elle est arrivée comme protagoniste. Selon des sources proches de la famille, sa présence dans la vie de Johnny a été envahissante dès le début. Elle l'organisait, le protégeait, gérait son agenda, son image, ses relations publiques. Elle est devenue, avec le temps, la personne sans laquelle Johnny semblait ne plus savoir fonctionner. Pour David et Laura, cela a eu une signification très concrète. Le temps que Johnny leur accordait, déjà rare, s'est encore réduit. Les rencontres s'espaçaient. Les appels se faisaient moins fréquents. Et selon toutes les indications, la relation entre Laetitia et les enfants plus âgés, surtout entre Laetitia et Lara, n'a jamais été confortable. Seulement 8 ans les séparaient, ce qui rendait la dynamique belle-mère et belle-fille particulièrement tendue, particulièrement artificielle. Certains affirment qu'il y a eu des moments de conflit ouverts entre elles. D'autres disent que la tension était plus silencieuse, plus froide. Le genre d'hostilité qui s'exerce avec un regard, avec une exclusion subtile, avec un accès que l'on contrôle sans que personne ne dise rien explicitement. Rien n'a jamais été confirmé en détail. Mais ce qui est documenté, c'est que quand Johnny est tombé gravement malade, dans ses dernières semaines de vie, cet accès a été l'un des points les plus douloureux de toute cette histoire. Jade est arrivée en 2004, Joy en 2008. 2 petites filles adoptées du Vietnam qui ont complété la famille que Johnny et Laetitia avaient construite. Et avec chaque année qui passait, cette famille, Laetitia, Jade et Joy, s'est consolidée comme le vrai noyau de la vie de Johnny. Le noyau quotidien. Celui qui était à la table du petit déjeuner. Celui qui voyageait avec lui. Celui qui apparaissait sur les photos informelles, pas sur celles des tapis rouges. David et Laura restaient ses enfants. Personne ne le niait. Mais ils étaient, selon toutes les indications, les enfants d'un autre chapitre, d'une vie antérieure, d'un Johnny qui y avait existé avant Laetitia et qui, d'une certaine façon, n'était plus tout à fait le même. Il y a une photo qui a circulé après sa mort. Johnny apparaît entouré de ses 5 enfants. Il sourit. Il a l'air heureux. C'est l'une de ces images qui semble dire que tout allait bien, que la famille était une vraie famille, que les distances s'étaient comblées, que le passé avait été traité et archivé. Mais ce que personne ne pouvait voir sur cette photo, c'était ce que Johnny avait été en train de signer en secret, à des milliers de kilomètres de là, dans un cabinet d'avocats en Californie. Un document qui, une fois rendu public, transformerait ce sourire en l'ironie la plus cruelle de toute cette histoire. Personne ne le savait encore. Mais le compte à rebours avait déjà commencé. Qu'est-ce que ce testament disait exactement? Et pourquoi avait-il été conçu spécifiquement pour que la loi française ne puisse pas y toucher? Juillet 2014. Johnny Hallyday avait 71 ans, vivait entre la Californie et la France, et était, selon toutes les indications, parfaitement conscient de ce qu'il faisait. Il s'est assis devant un notaire en Californie et a signé un document qui, 3 ans plus tard, allait faire exploser sa famille de l'intérieur. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas un moment de confusion. C'était une décision. Et comme toutes les décisions importantes, elle avait une histoire derrière elle. Avant ce testament californien, il en existait un autre, un testament français, rédigé des années auparavant, dans lequel Johnny divisait son patrimoine en 4 parts égales entre ses 4 enfants, David, Laura,
Jade et Joy. 4 parts, sans préférence, sans exclusion. Un document qui, au moins sur le papier, reconnaissait tous ses enfants à égalité. Ce testament a été remplacé. À un moment donné, entre ce premier document et juillet 2014, Johnny Hallyday a pris la décision de réécrire les règles, de changer complètement la donne, et de le faire sous une législation qui lui permettait ce que la loi française ne lui aurait jamais permis. La question à laquelle personne n'a pu répondre entièrement fut « Pourquoi ?» Pour comprendre ce que Johnny a fait, il faut d'abord comprendre la différence entre deux systèmes juridiques qui ne pourraient pas être plus différents sur ce point précis. En France existe un principe appelé réserve héréditaire. C'est l'un des piliers du droit successoral français, en place depuis des siècles. Il signifie, en termes simples, qu'aucun parent ne peut totalement déshériter ses enfants biologiques. Avec 4 enfants ou plus, la loi oblige à réserver au moins les 3/4 du patrimoine aux descendants. Le parent ne peut disposer librement que du quart restant. Il n'y a aucun moyen de contourner cette règle sous la loi française. Aucun, ni avec le meilleur avocat du pays, ni avec la plus grande fortune. La réserve héréditaire est en essence la loi qui dit aux parents « Tes enfants ont un droit sur ce que tu as construit. Tu ne peux pas l'effacer. » La Californie, en revanche, c'est une autre histoire. En Californie, un adulte peut disposer de son patrimoine exactement comme il l'entend. Il peut tout laisser à son conjoint, exclure ses enfants, le répartir entre des inconnus, le laisser à une fondation, le faire sans donner d'explication, sans justifier quoi que ce soit, sans qu'un tribunal français ne puisse, en principe, s'y opposer. Et c'est exactement ce que Johnny a fait. Le testament californien établissait une chose avec une clarté absolue. La totalité du patrimoine de Johnny Hallyday, propriétés, droits musicaux, comptes bancaires, actifs de toute nature, passerait entièrement aux mains de Laetitia en tant que bénéficiaire universelle. Jade et Joy, en tant que mineurs sous sa tutelle, seraient protégés indirectement. David et Laura étaient exclus. La justification écrite dans le document était qu'ils avaient déjà reçu des donations de son vivant et que, par conséquent, leur part était soldée, compensée, liquidée, clôturée, ce que ce papier ne disait pas, et que personne ne s'est donné la peine de préciser à ce moment-là, c'était combien s'élevaient exactement ces donations, ni quand, ni dans quelles conditions, juste l'affirmation que c'était réglé. Une affirmation qui, légalement, suffisait en Californie, et qui, humainement, était dévastatrice. Selon des sources proches de la procédure judiciaire, les donations que Johnny aurait faites de son vivant à David et Laura ont bien existé. Cela semble incontestable. Mais certains affirment que ces donations n'étaient aucunement proportionnelles au patrimoine total en jeu, que recevoir quelque chose n'est pas la même chose que recevoir sa part, que la générosité sélective n'annule pas le droit. C'est précisément la ligne argumentaire que les avocats des 2 enfants allaient développer devant les tribunaux. Mais la question la plus troublante de toute cette affaire n'est pas juridique. Elle est humaine. Quand Johnny a-t-il décidé de faire ça? L'a-t-il pensé pendant des années? Était-ce une décision prise dans un moment de colère, de distance émotionnelle, d'influence extérieure? Ou était-ce le résultat d'une longue réflexion délibérée sur ce qu'il voulait laisser derrière lui? Il y a une hypothèse qui a circulé avec insistance parmi ceux qui connaissaient la famille de près. L'hypothèse que cette décision n'était pas celle de Johnny seul, que quelqu'un ou quelque chose a influencé ce changement de testament, que le passage du document français, qui répartissait l'héritage en 4 parts égales, au document californien, qui remettait tout à Laetitia, n'était pas un processus que Johnny avait traversé seul. Cela n'a jamais été prouvé, jamais confirmé. Mais cette hypothèse était sur la table tout au long de la procédure judiciaire. Et le tribunal, en se déclarant compétent pour juger l'affaire sous la loi française, l'a prise suffisamment au sérieux pour ne pas l'écarter d'emblée. Johnny est mort le 5 décembre 2017. Et pendant des semaines, tandis que la France pleurait son idole, le testament est resté silencieux. Le deuil officiel fut massif, sincère, genuine. Les fleurs s'empilaient devant sa maison.
Les radios passaient ses chansons en boucle. Le président de la République a parlé de lui comme d'une partie de l'âme de la France. Et pendant que tout cela se passait, dans un cabinet d'avocats, quelqu'un lisait déjà le document californien et faisait des calculs. C'est en février 2018 que tout a éclaté. Les avocats de Laura Smet ont publié un communiqué qui a laissé la presse française sans voix. Ils déclaraient textuellement que leur cliente avait découvert avec stupéfaction et douleur que le testament de son père léguait son patrimoine et ses droits d'artiste exclusivement à Laetitia, en application de la loi californienne. Stupéfaction et douleur, ce sont les mots choisis. Pas la colère, pas l'indignation, la stupéfaction. Parce que, selon toutes les indications, Laura ne s'y attendait pas. Personne ne l'avait prévenue. Personne ne l'avait appelée. Simplement, un jour, quelqu'un a mis un document devant elle et lui a dit « Voilà ce que ton père a décidé. » Imaginez ce moment. Vous venez de perdre votre père. Vous passez des semaines à digérer cette perte, ce mélange d'amour et d'histoire incomplète qui a toujours caractérisé votre relation. Et puis vous découvrez que pendant que vous pleuriez, le monde savait déjà quelque chose que personne ne vous avait dit, que le testament existait, qu'il excluait, qu'il fermait une porte que vous pensiez au moins entr'ouverte. Et ce que ce document remettait était colossal. La fortune totale de Johnny Hallyday était estimée à environ 20 millions d'euros en actifs directs. Mais ce n'était que la surface. Ses droits musicaux généraient, selon certaines sources, plusieurs millions d'euros par an en redevances. Des chansons qui passent à la radio, dans des films, dans des publicités, sur des plateformes numériques. Ses propriétés comprenaient une villa à Saint-Barthélemy, une maison à Los Angeles et le manoir de Marne-la-Coquette en France. Le patrimoine immobilier total a été estimé par certains médias entre 28 et 34 millions d'euros. Tout ça, jusqu'au dernier centime, était entre les mains de Laetitia. Mais il y avait un détail supplémentaire. Un que personne n'avait mentionné dans les premières semaines et qui allait complètement changer le calcul de ce qui était réellement en jeu. Johnny Hallyday avait une dette fiscale envers l'État français estimée à 30 millions d'euros. 30 millions. Un chiffre qui dépassait la valeur déclarée d'une grande partie de son patrimoine connu. Pendant des années, selon des sources proches de ses conseillers financiers, Johnny avait optimisé sa situation fiscale de façon que les autorités françaises considéraient, pour le moins, agressive. Vivre en Californie, maintenir une résidence à Saint-Barthélemy, territoire français, mais avec un régime fiscal différent, et gérer ses droits via des structures internationales était une stratégie qui avait fonctionné longtemps, jusqu'à ce qu'elle cesse de fonctionner. Et quand elle a cessé de fonctionner, la note laissée en suspens avec le fisc français s'élevait à 30 millions d'euros. Un héritage qui semblait être une fortune était aussi en grande partie un piège. Et David et Laura le savaient, ou du moins leurs avocats le savaient, ce qui signifiait que la bataille qu'ils étaient sur le point d'engager n'était pas seulement pour l'argent. C'était pour quelque chose de plus difficile à quantifier, la reconnaissance, la validation qu'ils existaient, que leur père les avait pris en compte, que la chanson qui portait le prénom de Laura n'était pas juste un geste vide d'un homme qui a toujours su manier les mots mieux qu'il ne savait manier le temps. Alors ils ont fait la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils ont contesté le testament. Et ce qui avait commencé comme un litige familial discret est devenu en quelques semaines l'un des procès les plus médiatisés de France depuis des décennies. Mais ce que personne n'anticipait, c'est que cette procédure judiciaire allait durer 3 ans et qu'avant de se terminer, elle allait révéler des choses sur Johnny Hallyday que beaucoup auraient préféré ne jamais savoir. Février 2018. À peine 2 mois après les funérailles, les fleurs sur la tombe de Saint-Barthélemy n'étaient pas encore tout à fait fanées quand les avocats de Laura Smet ont déposé la plainte. La guerre avait commencé. Et elle n'allait pas être courte. En quelques jours, l'affaire est devenue le plus grand scandale médiatique de France. Pas parce que c'était le premier du genre, les querelles d'héritage de célébrités sont aussi vieilles que la célébrité elle-même, mais parce que le nom au centre de tout était Johnny Hallyday.
l'homme qui avait été la bande-son de 3 générations de Français. Personne ne voulait croire que cet homme aurait pu faire une chose pareille. Mais les documents étaient là, et il ne mentait pas. Laura a bougé la première. Son argument était concret. Le testament californien violait la loi française et ne devait donc pas être reconnu. Pour ça, il fallait d'abord établir où résidait vraiment Johnny au moment de sa mort. Si c'était la France et non la Californie, la loi française s'appliquerait automatiquement, et avec elle, la réserve héréditaire qui lui garantissait une part de l'héritage. David a mis un peu plus de temps. Il a toujours été le plus discret des deux, mais il a également rejoint l'action en justice, et selon des sources proches de son entourage, il l'a fait non pas tant pour l'argent que pour une raison plus profonde et plus difficile à formuler, la reconnaissance. Le sentiment que son propre père avait signé un papier qui disait, en termes juridiques parfaitement ordonnés, qu'il n'avait pas d'importance. Le premier mouvement judiciaire fut immédiat et décisif. En avril 2018, à peine 4 mois après la mort de Johnny, les enfants ont demandé au tribunal de geler le patrimoine en France pour empêcher Laetitia de le vendre ou de le transférer pendant que l'affaire était ouverte. Le tribunal de grande instance de Paris a accepté. 37,5% des droits d'auteur de Johnny Hallyday ont été gelés par ordonnance judiciaire. Laetitia ne pouvait pas y toucher. Mais elle ne pouvait pas non plus rester immobile. Laetitia a répondu avec la même énergie qu'elle avait mise à gérer tout depuis le début, publiquement et sans céder d'un pouce. Dans des interviews et des déclarations, elle a soutenu que le testament reflétait fidèlement les souhaits de Johnny, qu'il savait exactement ce qu'il signait, que les donations faites de son vivant à David et Laura avaient été réelles et généreuses. Selon des sources proches de sa position juridique, ses avocats ont argué que Johnny avait vécu en Californie pendant des années, que c'était là son domicile principal, que c'est là que ses filles allaient à l'école. Tout pointait vers une résidence légitime sous la loi américaine. Tout indique que le conflit entre Laetitia et les enfants plus âgés, surtout avec Laura, était bien plus ancien que le testament lui-même. Le testament ne l'avait rendu qu'officiel. Et comme si tout ça ne suffisait pas, le conflit s'est étendu à l'album posthume de Johnny. David et Laura ont demandé à pouvoir écouter les enregistrements avant leur publication. Ils voulaient s'assurer que leur père avait vraiment donné son accord aux titres inclus. Le tribunal a rejeté cette demande. L'album est sorti. Il est devenu un succès immédiat. Laetitia a géré le lancement. Ses enfants plus âgés ont regardé de l'extérieur. Mai 2019, 1 an et demi après le début de la bataille. Le tribunal de Nanterre a rendu une décision qui a changé le cours de l'affaire. Il s'est déclaré compétent pour juger l'héritage sous la loi française. C'était un coup direct à la stratégie de Laetitia. Si la justice française s'appliquait, le testament californien perdait une grande partie de sa force. La réserve héréditaire revenait sur la table, et avec elle, la possibilité réelle que David et Laura reçoivent quelque chose de significatif. Mais la procédure restait ouverte, et les coûts émotionnels, financiers, médiatiques s'accumulaient pour tout le monde. Certains affirment qu'à un moment de la procédure, quelqu'un des deux camps a commencé à faire les vrais calculs. Parce qu'une chose était de gagner devant les tribunaux, et une toute autre chose était d'encaisser. L'héritage de Johnny Hallyday avait une dette fiscale de 30 millions d'euros qui n'allait pas disparaître toute seule, et un litige qui pourrait durer des années en appel épuiserait des ressources que, au bout du compte, les deux parties avaient besoin de préserver. Alors les négociations privées ont commencé. Juillet 2020. 2 ans et 7 mois après la mort de Johnny, le magazine Closer a publié les détails de ce qui a été décrit comme un accord définitif entre Laetitia et Laura Smith. Selon ce qui a été publié, jamais confirmé officiellement dans tous ses détails, Laura recevrait une compensation d'environ 2,5 à 2,6 millions d'euros. En échange, elle reconnaissait le testament californien comme valide. Laetitia conservait l'intégralité du patrimoine immobilier. Saint-Barthélemy, Los Angeles, Marne-la-Coquette, estimé entre 28 et 34 millions d'euros, et assumait la totalité de la dette fiscale
de 30 millions d'euros. Faites le calcul. Laura a reçu 2,6 millions. Laetitia a assumé 30 millions de dettes pour conserver un patrimoine de 28 à 34 millions. La fortune de Johnny Hallyday était, en grande partie, une illusion comptable. David a été encore plus laconique. Selon des sources proches de son entourage, il a formellement renoncé à toute réclamation sur l'héritage, sans recevoir de compensation financière connue. Il n'y a pas eu de communiqué dramatique, pas de déclaration de guerre ni de paix, juste un silence qui, le connaissant, en disait plus que n'importe quel discours. Et c'est ainsi que s'est terminée, au moins officiellement, la guerre judiciaire la plus longue et la plus douloureuse de la musique française. Mais il restait une question que les gros titres n'ont jamais tout à fait répondu. Une question qui n'a pas de réponse juridique, seulement humaine. Que reste-t-il des enfants de Johnny Hallyday après tout ça? Le 12 novembre 2024, quelque chose s'est passé au Dôme de Paris que personne n'aurait imaginé possible quelques années auparavant. David Hallyday était sur scène, terminant un concert, et puis Laura Smet est apparue. Les deux se sont enlacés, et ensemble, ils ont chanté On se fait peur, devant des milliers de personnes qui les regardaient les yeux humides. C'était l'image que personne n'attendait. Deux frères et sœurs qui avaient survécu ensemble à ce que peu survivent, la mort d'un père qui les avait abandonnés de son vivant, puis un testament qui les avait abandonnés sur le papier. Ils étaient là, debout, en train de chanter. Mais arriver à ce moment leur avait coûté des années. Et ces blessures, selon toutes les indications, ne sont pas tout à fait refermées. David Hallyday a aujourd'hui 58 ans. Il a construit une carrière musicale propre, discrète, solide, loin du bruit médiatique qui a toujours entouré son père. Il compose, il enregistre, il vit. Selon des sources proches de son entourage, David n'a jamais parlé avec colère de ce qui s'est passé. Il a toujours choisi le silence. Certains affirment que c'est sa façon d'aller de l'avant. Et certains disent que ce silence est aussi sa façon de se protéger. Ce qu'il a bien dit dans une interview récente et avec une honnêteté qui a surpris beaucoup de monde, c'est qu'il avait toujours pardonné à son père. Pas qu'il avait oublié, pas que ça n'avait pas fait mal, qu'il avait pardonné. Et il y a une énorme différence entre les deux. Laura Smet a pris un autre chemin. Actrice reconnue, Laura a choisi de parler. Pas toujours, pas de tout. Mais quand elle a parlé, elle l'a fait avec une clarté qui tranchait. En juillet 2020, après la signature de l'accord, quelqu'un lui a demandé s'il y avait la paix entre elle et Laetitia. Sa réponse a été directe et sans détour. Il n'y aura jamais de paix possible. Jamais. Parce que selon ce qu'elle a déclaré sur Radio RTL, la blessure la plus profonde n'était pas l'argent. C'était que Laetitia leur avait empêché de dire au revoir à leur père, de lui dire adieu. Selon certaines sources, dans les dernières semaines de vie de Johnny, l'accès à lui a été contrôlé de manière très stricte, et David et Laura sont arrivés trop tard, ou simplement n'y sont pas arrivés. Ça, a dit Laura, c'est quelque chose qu'on ne peut pas clore avec un accord signé, ni avec aucune somme d'argent. Jade et Joy ont grandi en Californie, sous la tutelle de Laetitia. Elles ont aujourd'hui 22 et 18 ans, respectivement. Elles ont visité la tombe de leur père à Saint-Barthélemy à plusieurs occasions. Il y a des photos de ces visites qui ont circulé sur les réseaux et qui ont montré deux jeunes femmes qui gardent clairement la mémoire de Johnny avec soin et avec amour. Mais sur leur relation avec David et Laura, avec leurs frères et sœurs plus âgés, il y a un silence qu'aucun communiqué n'a encore brisé. Personne ne sait avec certitude s'il y a un vrai contact entre les deux moitiés de cette famille. Certains espèrent que oui. Les indications, cependant, ne sont pas concluantes. Laetitia, pour sa part, a continué avec une détermination que ses admirateurs célèbrent et que ses détracteurs observent avec prudence. Elle a assumé les dettes fiscales de 30 millions d'euros. Elle gère le legs artistique de Johnny, ses droits, son image, son nom. En septembre 2021, elle a présidé l'inauguration de l'esplanade Johnny Hallyday à Paris. Elle a organisé des expositions, supervisé des rééditions, construit un musée vivant autour de la mémoire de son mari. Ce à quoi elle n'a jamais répondu publiquement, du moins pas de façon directe,
C'est l'accusation que Laura a lancée dans cette interview radio. Celle d'avoir rompu une clause de confidentialité. Celle d'avoir contrôlé l'accès à un mourant. Ces questions restent ouvertes, et elles le seront probablement toujours. 5 enfants, 4 mères, une légende construite sur des absences. Au bout du compte, ce qui reste n'est pas la fortune, qui était en grande partie une dette. Ce n'est pas le testament, qui a été contesté, négocié et archivé. Ce qui reste, c'est ça. 2 frères et sœurs qui s'enlacent sur une scène et chantent ensemble « On se fait peur ». 2 jeunes femmes qui visitent une tombe aux Caraïbes et déposent des fleurs. Et une femme qui gère le nom d'un homme qui ne peut plus parler pour lui-même. Personne n'a gagné cette histoire. Certains ont perdu plus que d'autres, mais tous portent le même nom. Et tous porteront les mêmes cicatrices pour le reste de leur vie. Il y a quelque chose que cette affaire révèle qui va bien au-delà de Johnny Hallyday. Elle révèle que l'argent ne détruit pas les familles. Il rend visible la destruction qui existait déjà. Et quand cette destruction porte le poids du pouvoir politique par-dessus, les conséquences sont encore plus difficiles à guérir. Il y a eu un homme qui a gouverné la France pendant 12 ans, qui était au centre de la politique mondiale, dont le nom a rempli des unes pendant des décennies, et qui, en même temps, a regardé ses 2 filles payer un prix qu'il n'avait jamais choisi de payer pour elles. Un prix silencieux, invisible, mais absolument réel. Une fille qui a sacrifié sa vie entière pour devenir son bouclier, et une autre qui a lutté contre une maladie dévastatrice pendant que son père gouvernait un pays, en silence, sans que personne, en dehors des murs de cette famille, ne sache vraiment ce qui se passait. Jacques Chirac, le destin tragique de ces 2 filles, le prix du pouvoir. Cette vidéo vous attend maintenant.